Bonjour à tous et bienvenue sur la cinquième partie des probabilités. Vous avez d'excellentes bases en probabilité, mais j'aimerais approfondir un sujet, la probabilité complémentaire d'un événement. Dans 99% du temps, les formules que vous avez apprises vont résoudre 99% de vos problèmes. Mais certains problèmes ont besoin d'être abordés sous un angle différent. Prenons un exemple. Imaginez que vous jouez à un jeu où vous lancez un dé 4 fois d'affilée. Vous gagnez si au moins un des dés affiche un 1. Quelle est la probabilité de gagner? Les événements sont non mutuellement exclusifs. On devrait donc additionner les probabilités moins leurs intersections. Mais étant donné que nous avons 4 événements, car nous lançons le dé 4 fois, l'addition de ces événements pourrait s'avérer compliquée. Il existe une méthode beaucoup plus simple pour résoudre ce problème. Dans un jeu, la probabilité de gagner est égale à 1 moins la probabilité de perdre. Donc, si on a du mal à calculer la probabilité de gagner, calculons la probabilité de perdre. Nous perdons quand aucun des dés affiche un 1. C'est-à-dire quand le premier lancé est égal à 2, 3, 4, 5 ou 6, et ceci est pareil pour le deuxième, troisième et le quatrième lancé. La probabilité de perdre lors du premier lancer est de 5 sur 6. Et ceci est également vrai pour le deuxième lancer, le troisième lancer et le quatrième lancer. La probabilité de perdre au jeu correspond à la probabilité de perdre lors des 4 lancers successifs. Il faut donc que ces 4 événements se produisent simultanément. Il faut faire 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Alors on peut simplifier par 5 sixièmes à la puissance 4. Ce qui nous fait 0,48. La probabilité de perdre, c'est-à-dire de n'avoir aucun 1 sur 4 lancers de dés, est de 48%. Et par conséquent, la probabilité de gagner est de 1 moins 0,48, soit 0,52. Donc, la probabilité d'obtenir au moins un 1 lors des 4 lancers de dés est de 52%. Si la probabilité de calculer un événement est trop compliquée, essayez de calculer l'événement complémentaire. Passons aux exercices. Exercice numéro 1. Vous lancez 24 fois une paire de dés. Vous gagnez si au moins un double 1 se produit. C'est-à-dire, vous lancez 2 dés et si un double 1 apparaît, vous gagnez. Il faut donc que le premier dé affiche un 1 et que le deuxième affiche aussi un 1. Quelle est la probabilité de gagner? La probabilité de gagner est égale à 1 moins la probabilité de perdre. Ici, la probabilité de gagner est trop compliquée à calculer. Alors calculons plutôt la probabilité de perdre. Nous perdons quand aucun lancer affiche un double 1. Si on obtient un 1 et un 2, nous perdons. Si on obtient un 5 et un 1, nous perdons aussi. Mais si nous obtenons un double 1, nous gagnons. Nous jouons avec 2 dés. Il y a 36 résultats possibles. Et il n'y a qu'une seule façon possible de gagner sur 36 possibilités. Donc la probabilité est de 1 sur 36. Et par conséquent, la probabilité de perdre lors du premier lancer est de 35 sur 36. Et ceci est pareil pour le deuxième, troisième, quatrième, etc. jusqu'au 24e lancer. On fait donc 35 sur 36 fois 35 sur 36, etc. qu'on peut simplifier par 35 sur 36 à la puissance 24, ce qui nous fait 0,508. La probabilité de perdre est de 50,8%, c'est-à-dire d'avoir aucun double 1 sur 24 lancés. On fait 1 moins 0,508
La probabilité de gagner, c'est-à-dire d'avoir au moins un double 1 sur 24 lancés, est de 49,2%. Passons à l'exercice suivant. Len Dayton, un historien, avançait que durant la Seconde Guerre mondiale, un pilote d'avion avait une probabilité de 2% d'être touché à chaque mission. Il affirmait qu'il était mathématiquement certain qu'après 50 missions, soit 50 fois 0,02, ce qui nous donne 1, il serait touché. Est-ce correct? La réponse est non. Il a additionné des événements qui étaient non mutuellement exclusifs. Pour calculer la probabilité d'être touché au moins une fois lors de 50 missions, calculons la probabilité complémentaire, c'est-à-dire la probabilité de ne pas être touché lors de 50 missions. La probabilité de ne pas être touché lors d'une mission est de 98%. Et ceci est pareil pour la deuxième, troisième, quatrième jusqu'à la 50e mission. On fait 0,98 fois 0,98, etc. 50 fois. Alors on peut simplifier par 0,98 à la puissance 50, ce qui nous fait 0,36. La probabilité de ne pas être touché lors des 50 missions est de 36%. Cela veut dire que la probabilité d'être touché au moins une fois lors des 50 missions est de 64%. Passons à l'exercice suivant. Vous travaillez pour un laboratoire de recherche médicale et vous êtes chargé de modéliser la probabilité qu'un individu soit atteint d'une maladie rare. Voici les informations que vous avez recueillies. La probabilité qu'une personne soit atteinte de la maladie est de 0,005, soit 0,5%. Si une personne est atteinte de la maladie, la probabilité qu'un test diagnostique la maladie comme positive est de 0,98. Si une personne n'est pas atteinte de la maladie, la probabilité qu'un test diagnostique la maladie comme positive par erreur est de 0,03. Quelle est la probabilité qu'une personne soit testée positive pour la maladie et qu'elle soit réellement atteinte de la maladie? Alors, commencez toujours par organiser vos données dans un tableau. La probabilité qu'une personne soit malade est de 0,5%, soit la probabilité de ne pas être malade est de 99,5%. Si une personne est atteinte de la maladie, la probabilité qu'un test diagnostique la maladie comme positive est de 0,98. C'est-à-dire la probabilité qu'un test diagnostique la maladie comme négative est de 2%. Si une personne n'est pas atteinte de la maladie, la probabilité qu'un test diagnostique la maladie comme positive par erreur est de 0,03. C'est-à-dire que la probabilité qu'un test diagnostique la maladie comme négative est de 97%. On note M la probabilité d'être malade et P la probabilité d'être testé positive. Nous cherchons P de M inter P. P de M inter P est égal à P de M fois P de P sachant M. Si on développe, cela nous fait 0,005 fois 0,98, ce qui nous donne 0,49%. La probabilité qu'une personne soit testée positive pour la maladie et qu'elle soit réellement atteinte de la maladie est de 0,49%. Passons à la question suivante. Si une personne est testée positive pour la maladie, quelle est la probabilité qu'elle soit réellement atteinte de la maladie? Alors on cherche P de M sachant P. Si on développe, cela nous fait P de M fois P de P sachant M, le tout divisé par P de P. Il y a deux façons d'avoir un test positif, soit si l'individu est malade, soit s'il n'est pas malade. Donc P de P est égal à P de M inter P
plus P de M bar inter P. Ce qui fait 0,0049 plus P de M bar fois P de P, sachant M bar. Ce qui nous donne 3,475%. La probabilité qu'une personne soit testée positive est de 3,475%. On fait 0,0049 divisé par 0,03475, ce qui nous fait 0,141. La probabilité qu'une personne soit réellement atteinte de la maladie, sachant que la personne est testée positive, est de 14,1%, ce qui est extrêmement faible. Passons à la question suivante. Les événements être atteint de la maladie et être testé positif pour la maladie sont-ils indépendants ou dépendants? Alors on souhaite vérifier l'égalité suivante. P de P sachant M est égal à P de P. Nous savons que P de P sachant M est égal à 0,98. Et nous savons aussi que P de P est égal à 0,03475. Donc l'égalité n'est pas vérifiée. Les deux événements sont dépendants. Passons à la dernière question. Si une personne est testée négative pour la maladie, quelle est la probabilité qu'elle soit réellement atteinte de la maladie? On cherche P de M sachant P bar. Si on développe, cela nous fait P de M fois P de P bar sachant M, le tout divisé par P de P bar. Pour trouver P de P bar, on peut utiliser la probabilité complémentaire. On sait que P de P bar est égal à 1 moins P de P, ce qui nous donne 0,96. La probabilité qu'une personne soit testée négative pour la maladie est de 96,525%. Donc on fait 0,005 fois 0,02, le tout divisé par 0,96, ce qui nous donne environ 0. C'est-à-dire que la probabilité est proche de 0%. La probabilité qu'une personne soit réellement atteinte de la maladie, sachant que le test est négatif, est d'environ 0%. Alors il y a deux conclusions à tirer concernant le test. Tout d'abord, le test identifie correctement les individus réellement malades. Si le test est négatif, la probabilité que la personne soit réellement malade est proche de 0%, ce qui est un point positif pour le test. Malheureusement, comme c'est souvent le cas avec les tests, il identifie à tort des individus comme malades, entraînant des faux positifs. Si le test est positif, la probabilité que la personne soit effectivement malade est seulement de 14,1%, ce qui est extrêmement faible. Passons au dernier exercice. Dans une pièce, il y a 30 personnes. Quelle est la probabilité qu'au moins 2 personnes parmi ces 30 personnes soient nées le même jour de l'année? Alors ici, l'exercice est un peu plus compliqué. Quand vous avez un exercice complexe, commencez toujours par un cas simple. Disons que nous avons 2 personnes dans une pièce, Julien et Marcus. Julien et Marcus sont dans une pièce. Nous cherchons la probabilité qu'ils soient nés le même jour. Mais pour cela, on va utiliser la probabilité complémentaire, c'est-à-dire la probabilité qu'ils ne soient pas nés le même jour. On considère qu'il y a 355 jours dans une année. La probabilité qu'ils ne soient pas nés le même jour est de 354 sur 355. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Mais maintenant, Zach rentre dans la pièce. Quelle est la probabilité que personne ne soit né le même jour? La probabilité que Julien et Marcus ne soient pas nés le même jour est de 354 sur 355. La probabilité que Julien et Zach ne soient pas nés le même jour est de 354 sur 355.
Et la probabilité que Marcus et Zach ne soient pas nés le même jour est de 354 sur 355. Donc, la probabilité que personne ne soit né le même jour est la multiplication de ces trois probabilités, soit 354 sur 355 à la puissance 3. Maintenant, s'il y a 30 personnes dans une pièce, il existe une multitude de combinaisons possibles. La formule pour calculer le nombre de combinaisons possibles est de 30 fois 29. Pourquoi 30 fois 29 ? Pour comprendre ceci, prenons une boîte avec les noms de chaque personne dans la pièce. Nous avons 30 noms. Nous pouvons piocher 30 noms différents depuis la boîte. Mais quand nous piochons le premier nom, nous ne remettons pas le nom dans la boîte. Par exemple, si je pioche Julien au premier tirage et que je le remets dans la boîte, et que par la suite au second tirage je repioche Julien, ceci n'aurait aucun sens, car il est forcément né le même jour que lui-même. Il faut donc effectuer des tirages sans remise. Nous piochons un nom et nous le mettons de côté. Nous avons 30 choix possibles lors du premier tirage, et 29 choix possibles lors du deuxième tirage. Donc nous faisons 30 fois 29, ce qui nous fait 870. Il existe 870 combinaisons possibles. Mais nous avons un problème. Si j'applique cette formule avec Julien, Marcus et Zach dans une pièce, j'ai 3 fois 2, ce qui nous donne 6. Il y a 6 combinaisons possibles. Le problème, c'est qu'ici, nous comptons 2 fois trop de paires. Car avec cette formule, le jour de naissance entre Julien et Marcus et Julien sont 2 combinaisons différentes, alors que ce sont les mêmes. Pour nous, l'ordre n'a pas d'importance. Que Julien soit né le même jour que Marcus ou que Marcus soit né le même jour que Julien, c'est la même chose. Il faut donc diviser par 2. On fait 6 divisé par 2, ce qui nous donne 3. On retrouve bien les combinaisons qu'on a trouvées à la main. Donc, avec 870 combinaisons, on fait 870 divisé par 2, ce qui nous fait 435. Il y a 435 combinaisons possibles. La probabilité que 2 personnes ne soient pas nées le même jour dans une pièce de 30 personnes est de 364 sur 365 à la puissance 435, ce qui nous donne environ 0,3. La probabilité que 2 personnes ne soient pas nées le même jour dans une pièce de 30 personnes est de 30%. Ce qui signifie que la probabilité qu'au moins 2 personnes soient nées le même jour est de 70%. Félicitations, vous venez de terminer le dernier exercice.